Bonjour tout le monde. On va commencer le nouveau chapitre intitulé le shell. Le shell qui représente l'interpréteur de commande. Et dans ce sens, ça veut dire c'est ce qui est abordé, c'est beaucoup plus l'aspect langage de commande qui est utilisé. C'est pourquoi? Parce que l'interpréteur de commande, il permet de recevoir des commandes et de pouvoir les interpréter et les exécuter. Alors naturellement, dans plusieurs cas, on a affaire à plusieurs commandes successives qui vont s'exécuter selon des conditions bien déterminées. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de constituer quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous connaissez en programmation, c'est-à-dire les langages de programmation. Parce que dans les langages de programmation, vous avez des instructions, et donc cet ensemble d'instructions qui va constituer un programme. Par contre, ici, dans le shell, on va utiliser un ensemble de commandes, ce qui nous permettra de construire ce qu'on appelle par la suite un script. Donc ça, c'est pour voir l'analogie entre la programmation au sens classique usuel et l'usage des commandes dans le système d'exploitation à travers ces commandes. Donc, dans notre cas, on va commencer par parler justement de ce shell. Il a des caractéristiques, on l'a déjà vu quand on a présenté le système Unix, comme étant un interpréteur de commande qui est beaucoup plus interactif. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'à chaque fois, l'interpréteur de commande, il reçoit la commande à partir du clavier, il va l'analyser et l'exécuter. Et il va rendre les résultats à chaque exécution de commande. Et donc ça, en général, vous avez des lignes de commande, chaque ligne est interprétée, exécutée, ensuite on passe à la ligne suivante et ainsi de suite. Comme on peut avoir un autre usage du shell, donc ça c'est ce qu'on a vu dans la description d'Unix, cette interaction, je dirais commande par commande, on peut par la suite regrouper les commandes dans un fichier et on va demander à exécuter ce fichier-là. Et donc ça, c'est l'autre aspect de l'usage du shell grâce à cette notion de ce qu'on appelle un script. Donc ça, c'est les deux usages qui existent, c'est commande par commande ou bien une suite de commandes, un bloc de commandes qu'on met dans un fichier et qu'on peut exécuter par la suite d'une manière automatique. Alors, donc la différence des commandes, c'est qu'on a vu dans la description de l'interpréteur que le shell, il lit les commandes à partir du clavier. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Si vous reprenez un peu le schéma de l'interpréteur, vous allez voir qu'effectivement, on lit à partir du clavier et c'est je dirais, l'input par défaut, c'est le clavier. Alors, quand on veut exécuter un ensemble de commandes, naturellement, on les met dans un fichier. Et donc, le shell, il peut prendre ces commandes à partir d'un fichier, à condition que ce fichier-là soit, je dirais, de type exécutable, c'est-à-dire qu'il a le mode exécutable dans ses propriétés. Et donc ça, c'est la manière, je dirais, de faire les choses, soit commande par commande, soit de mettre les commandes dans un fichier et par la suite, l'interpréteur récupère la commande à partir du fichier de script et les exécute au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de créer, si on veut, cette exécution. Il suffit de créer un fichier en mode texte. Donc ça, on sait faire. Il suffit d'utiliser un éditeur de texte et vous créez votre fichier dans lequel vous allez mettre les différentes commandes. Et par la suite, il suffit de soumettre ce fichier-là qui sera exécuté par l'interpréteur de commande. Donc, l'interpréteur de commande, c'est la même topo qu'on a vu déjà avec le clavier. Dans le clavier, qu'est-ce qu'il fait? Il lit ligne par ligne. Et donc, par la suite, dans le fichier, ça va être la même chose. Il va lire ligne par ligne du fichier que vous avez soumis à votre interpréteur de commande. Et donc,
On a ce qu'on appelle la différence par rapport à ce que vous connaissez déjà dans les langages de programmation. La quasi-totalité des langages de programmation, ils sont beaucoup plus compilés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écrivez votre programme, tout le programme est compilé. Une fois que c'est correct, le programme sera exécuté. Et ça, c'est ce qui est utilisé dans beaucoup de langages de programmation. Il y a par contre certains langages de programmation qui sont interprétés. Le shell fait partie aussi de cette classe, c'est-à-dire les interprétés. Pardon? Mm-hmm. Alors, j'avais dit que le shell, il fait partie de la classe des interpréteurs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il interprète au fur et à mesure les commandes qui lui sont fournies. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exécution à la volée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend une commande, il l'analyse et il l'exécute. Alors, concernant cet interpréteur de commande qui est le shell, donc y compris quand vous écrivez un fichier script, donc le contenu du fichier est interprété. C'est de la même manière ce que vous faites par exemple dans le clavier. Quand vous tapez des commandes, il va les interpréter, les exécuter. Si par contre vous ne tapez rien, vous mettez juste return par exemple, donc automatiquement ce qui se passe, l'interpréteur ne fait rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une commande vide. Commande vide ne veut rien dire, donc il n'y a pas d'exécution. Donc c'est la même chose qui se passe dans les fichiers script, c'est-à-dire que le shell n'interprète pas ou bien ignore les espaces et les lignes vides qui se trouvent dans votre fichier. Et donc, pour résumer, un script shell ou un fichier script, c'est quoi? C'est une succession, une suite de commandes. Donc, les étapes sont connues. Vous créez votre fichier, vous allez le remplir avec les différentes commandes. Ensuite, ce fichier-là, en général, le fichier texte, il n'a pas la propriété d'exécution, c'est-à-dire un fichier texte, on ne l'exécute pas. En général, on peut voir son contenu et le modifier grâce à un éditeur de texte. Là, dans ce cas précis, ça veut dire qu'on veut montrer au système d'exploitation et au shell en particulier que ça, c'est un fichier qui contient des commandes. Or, les commandes sont faites pour être exécutées. Et donc, l'idée, c'est de faire quoi? Ben, tout simplement d'aller dans les droits d'accès de ce fichier, vous allez modifier le droit d'accès, donc vous rajoutez le droit d'exécution, donc grâce à chmod, vous mettez plus X, ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport aux propriétés, vous rajoutez la propriété exécution, et donc du coup, ce fichier-là sera exécutable. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que quand vous voulez l'exécuter, il suffit de taper juste le nom de ce fichier, donc quand vous avez le prompt de commande, vous tapez juste le nom de fichier, vous mettez return, automatiquement, comme il a le droit d'exécution, le shell comprend que ce fichier est exécutable, ça veut dire qu'il va l'exécuter, et donc il va rentrer à l'intérieur de ce fichier, il va prendre commande par commande pour pouvoir l'exécuter par la suite. Donc voici un exemple. Je prends par exemple un éditeur, parmi les éditeurs qui existent, c'est VI. Donc, VI proc, ça veut dire que je crée le fichier proc, je vais le remplir. Là, je vous donne qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, j'ai mis deux commandes. Donc, date et who. Date qui veut dire quoi? Date qui veut dire donner la date du jour et l'heure. Who, ça me donne l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés. Alors, ensuite, je suis ma démarche. Ma démarche, ça consiste à dire, je lui donne la propriété d'exécution. Donc, je change le mode d'accès, je rajoute X à proc, donc ce qui me permet d'avoir ce fichier comme étant un fichier exécutable. Et par la suite, si je veux exécuter, c'est juste après le $, je mets le nom du fichier qui est proc. Et donc, lui, comme il a la propriété d'exécution, il va exécuter ce fichier-là. Donc, quand il exécute ce fichier-là, il va bien entendu me donner les résultats de l'exécution. Donc regardez, la première ligne, c'est le résultat de l'exécution de date.
Et ensuite, les deux, ce sont les utilisateurs qui sont connectés au niveau des machines Unix. Alors, comme la même dans à vrai dire, le shell, donc ça va être quoi? Ça va être par la suite un langage de commande. Donc c'est un peu, on va essayer de faire un peu l'analogie entre les langages de programmation que vous connaissez et le langage de commande qu'on est en train d'étudier. Alors, bien entendu, dans les langages de programmation, les lignes de commande ne sont pas exécutées ni interprétées, ce qui est le cas ici dans le shell. Donc, elles sont tout simplement ignorées par l'interpréteur. Alors, quelle est l'utilité de ces commentaires? Naturellement, chacun qui écrit un programme ou écrit un script, il a intérêt à mettre des commentaires à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça lui donnera par la suite une meilleure lisibilité de son script ou son programme. Et naturellement, quand vous écrivez un programme, même vous-même, au bout de 6 mois, 1 année, si vous allez revoir ce programme, des fois, vous n'arrivez même pas à comprendre, à décortiquer le programme, parce que souvent, on oublie ce qu'on a fait pour telle et telle partie. Donc, le meilleur moyen, c'est quoi? Au niveau de chaque partie, il faut mettre un commentaire qui permet d'expliquer pour dire cette partie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle utilise comme variable, etc., etc. C'est la même philosophie qui est adoptée par le shell pour avoir, je dirais, des scripts qui sont assez lisibles, je dirais, par tout un chacun. Donc ici, voici un exemple. Alors, le premier qui est dièse point d'exclamation, slash bin slash sh, ça c'est tout simplement qui permet d'indiquer au shell quel est le shell qui va être utilisé. Donc ici, dans notre cas, c'est le shell de base qui est utilisé, le sh. Parce qu'il faut savoir que dans les systèmes Unix, il y a plusieurs shells qui peuvent être exécutés. Donc ici, dans notre cas, on s'intéresse au shell de base, donc qui est le sh. Alors ensuite, la deuxième ligne, c'est la ligne de commentaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous montre qu'effectivement, que cette ligne ne sera pas interprétée par le shell. Et juste après, j'ai une commande qui s'appelle echo. Echo, c'est un peu l'équivalent de ce que vous connaissez dans les langages de programmation. Si je prends le C, par exemple, vous avez printf qui permet d'imprimer un message. Donc echo, c'est un peu l'équivalent. Donc ça, ce que je vais taper entre les cotes, les guillemets, automatiquement, je mets le message entre guillemets, automatiquement, ce message-là qui sera, quand on exécute cette commande, il va apparaître. Alors, les lignes blanches aussi, qui sont vides, ne sont pas interprétées par le shell. Alors, on va commencer, c'est la même chose, c'est la même démarche avec laquelle on commence les langages de programmation. Donc ici, on commence le langage de script avec la même topo. Le premier message, en général, quand on écrit un programme, c'est d'écrire juste un message qui permet, je dirais, de montrer l'impression d'un message. Donc, automatiquement, ce qui se passe, c'est d'écrire un message à l'écran. Donc, d'imprimer c'est ce fichier que je vais créer. Donc, je commence par indiquer le type du shell qui sera utilisé, l'interpréteur. Donc ici, je donne juste un commentaire, ce qui permet de dire que c'est les fichiers Hello World. Et par la suite, ce qu'il va y avoir, c'est la commande echo Hello World. Ça veut dire que ça veut dire que c'est là qui va m'imprimer le message Hello World. Et bien entendu, quand vous donnez le droit d'exécution à ce fichier-là, vous allez exécuter ce script. Et bien entendu, ce qu'il va avoir, c'est tout simplement, en appelant ce fichier-là, ça vous donne ce message qui sera affiché à l'écran. Donc ça, ce qui permet de montrer un premier script qui est tout simple. Son but, c'était quoi? C'était d'imprimer un message. Alors, la commande echo, c'est un peu comme la commande
d'écrire le texte, et ensuite, quand elle écrit le texte, elle passe à la ligne suivante. C'est ce qui se passe dans la programmation. Donc, pour les gens qui connaissent le C, par exemple, c'est quand vous mettez printf, vous mettez le message, ensuite, vous avez le caractère spécial anti/n. Donc, ce qui permet de décrire le message et de passer à la ligne suivante. Echo fait la même chose. Donc, il imprime le message et il revient à la ligne suivante. Alors, si vous avez ce message-là, voici comment ça va se faire. Donc, il imprime bonjour et ensuite, il va imprimer le deuxième message juste derrière. Donc, ça, c'est le fonctionnement typique de Echo qui consiste à chaque fois à imprimer un message et de passer à la ligne suivante. Donc, comme dans la ligne suivante, il y a encore une écriture de message, il va l'écrire, etc. Il passe à la ligne suivante. Alors, parfois, vous voulez imprimer sur la même ligne. Donc, grâce à l'option "-n", ça vous permettra d'annuler, je dirais, le passage à la ligne suivante. Et donc, ici, si je mets ces trois commandes, quand je vais l'exécuter, voici ce qui va se passer. Donc, il imprime bonjour avec les trois points de suspension. Grâce à "-n", ça veut dire qu'il ne passe pas à la ligne suivante. Donc, le curseur va rester à la position, dernière position, après la dernière position qu'il a imprimée. Ensuite, les échos qui viennent par la suite, il va imprimer à partir de la position courante. Et donc, ça va être le message. Et ensuite, il passe à la ligne suivante. Donc, ça, c'est un moyen qui vous permet d'écrire, par exemple, plusieurs parties, l'une à la suite de l'autre, sans pour autant passer à la ligne suivante. Alors, dans le langage de script, c'est un peu la même chose que ce qu'on utilise dans les langages de programmation. Vous savez que dans les langages de programmation, vous utilisez les instructions, mais vous utilisez aussi les variables. Alors ici, dans le shell, lui aussi, le shell utilise des variables. Alors parmi les variables, il y a deux classes de variables. Il y a des variables qui sont prédéfinies et des variables que vous pouvez définir vous-même. Donc dans le shell, il y a un certain nombre de, je dirais, il y a un certain nombre de variables qui sont prédéfinies, parmi lesquelles vous avez la variable user. Donc la variable user, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient le login. Donc dès que vous allez vous loguer et ouvrir une session, en général, on vous demande de taper le nom de login et le password. Donc en général, l'interpréteur, qu'est-ce qu'il fait? Dès que vous tapez ce nom de login, lui, il prend ce contenu de login, il va le mettre aussi dans la variable user. Alors, d'une manière aussi qui est équivalente, il a aussi une variable qu'on appelle le PWD, c'est-à-dire le répertoire courant. Donc, ce répertoire courant, rappelez-vous, on l'a vu déjà dans le chapitre précédent quand on a parlé des processus. Donc, vous avez dans les processus le répertoire courant de travail. Donc, ce répertoire courant de travail permet de positionner à chaque fois pour savoir je suis à quel moment, à quel niveau, donc ce qui me permettra de savoir quel est le répertoire courant de travail que je suis en train d'utiliser. Ben, le système Unix, il garde cette traçabilité grâce à une variable prédéfinie qu'il appelle PWD, c'est-à-dire toujours PWD est positionné sur le répertoire courant. Donc, à chaque fois, en utilisant cette variable, le système arrive à garder trace pour savoir quel est le répertoire de travail. Et de la sorte aussi, on a vu dans les fichiers, il y avait le fichier particulier qui était point. Le point, c'est quoi? C'est le pointeur vers le répertoire courant, c'est-à-dire pour dire quel est le répertoire courant. Ben, cette variable PWD, cette variable PWD permet d'indiquer le répertoire courant. Et donc, à travers ça, on peut écrire un petit script qui est le suivant.
Donc, vous voyez, j'ai le commentaire mon PWD. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ces deux messages. Ce message-là, bonjour. Alors ici, on utilise $user. Donc $user qui permet d'indiquer quoi? C'est de prendre le contenu de la variable user et il va l'imprimer. Donc la variable user, c'est elle qui permet de contenir le nom de login. Et comment utiliser cette variable? C'est si je veux imprimer le contenu, donc remarquez ici ce qu'il y a, vous avez le caractère $. Donc le caractère $, ça permet de dire imprimez-moi, c'est pas la chaîne user, mais imprimez-moi le contenu, ça c'est pour dire que ça c'est une variable et je veux imprimer le contenu de cette variable. Et d'une manière idem pour PWD, bonjour $user, tu es actuellement dans le répertoire $PWD. Donc automatiquement ce script, quand vous allez l'exécuter, ça permettra effectivement de donner le nom de l'utilisateur. Ensuite, dans le message suivant, ça vous donne le répertoire courant dans lequel vous vous trouvez. Donc ici, vous pouvez écrire ce shell-là, par exemple, pour dire le nom bonjour. Et là, on a rajouté une nouvelle commande. La nouvelle commande, c'est read. Donc tout à l'heure, c'était l'écho qui permet de faire l'impression. Là, je vais utiliser une autre commande qui permet de lire l'information, c'est-à-dire je peux interagir avec l'utilisateur qui peut me taper quelque chose et je peux le récupérer. Alors ici, vous avez « Bonjour, comment allez-vous » c'est juste un texte qui est imprimé. Ensuite, read no. Là, remarquez, je n'ai pas utilisé $. Donc là, ça veut dire que l'information qui sera lue, elle sera mise dans cette variable qui est non. Et par la suite, pour vérifier effectivement que le shell fait bien le boulot, donc il va récupérer l'information que j'ai tapée, je vais imprimer l'information que j'ai reçue. Donc, echo, je vous souhaite $non, ça veut dire je vais imprimer le contenu de la variable non, de passer une bonne journée. Donc l'affichage qui va se passer, c'est d'écrire le premier message qui est là. Ensuite, le shell, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va attendre que vous tapez quelque chose. Une fois, par exemple, je vais taper Ali et j'appuie sur Entrée ou Return. Voici ce qui se passe. Donc, ça va être le message qui va s'imprimer. Bonjour, comment allez-vous? Juste après, j'ai tapé Ali. Et donc, automatiquement, lui, il va me répéter en disant « Je vous souhaite, Ali, de passer une bonne journée ». Donc ça, c'est ce qui montre effectivement qu'on a cette possibilité de récupérer de l'information à partir du clavier grâce à l'utilisateur et par la suite d'utiliser cette information qui a été récupérée à partir du clavier. Alors, de la même manière que la programmation classique, vous pouvez lire plusieurs variables. Donc, voici l'exemple. Je vous demande là, l'écho, c'est d'écrire le nom et le prénom. Alors, par la suite, il va y avoir la commande read nom, blanc, prénom. Naturellement, il faut séparer pour dire que ça, c'est la première variable, ça, c'est la deuxième variable. Et par la suite, je vais imprimer le nom et je vais imprimer le prénom, ce qui me permettra de dire qu'effectivement, j'ai récupéré l'information et que j'arrive à l'utiliser. Alors, ce qu'on va avoir, on va avoir ce genre de choses. Donc, j'ai tapé juste après. Donc, d'écrire. Alors là, il y a un retour chariot ici, hein, je ne l'ai pas mis, mais parce que celle-là, quand elle écrit et avec un retour chariot, ça veut dire que il va être à partir du début de la ligne. Et ensuite, ça me permettra d'imprimer les deux commandes suivantes, donc le nom et le prénom tels qu'ils ont été saisis. Alors, je peux avoir aussi quelque chose qui ressemble à, par exemple, tel qu'on le fait dans le C, getCH ou getChar, qui permet de récupérer un caractère
En général, ça c'est faisable quand on est en train d'imprimer des choses. Si on veut marquer un ralentissement, il suffit de mettre getChar, ce qui permettra de bloquer l'affichage, ce qui permettra à l'utilisateur de pouvoir lire ce qu'il y a à l'écran. Et ensuite, quand il peut passer en tapant n'importe quel caractère pour passer à je dirais, à l'information suivante. Donc ici, je tape, je vais écrire un message. Donc ce message-là qui sera imprimé. Ensuite, on vous dit appuyez sur Entrée pour avoir la réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si j'ai posé une question, je veux avoir la réponse. Donc, pour avoir la réponse, il suffit que l'utilisateur me réponde en tapant un caractère Entrée, par exemple. Et donc, ensuite, ce qui va se passer, donc, la suite, donc, il va y avoir un read. Et là, vous voyez que c'est un read sans variable. Donc, pour dire qu'effectivement, c'est une lecture, la même chose que getChar, par exemple, qui se fait dans le C, ou getCH, sont données de paramètres. Donc, automatiquement, il va lire cette information et pour passer à la suivante. Alors, ici, j'avais dit que il y a la variable qui est utilisée et automatiquement, je vais prendre son contenu. Alors, dans l'exemple qui se trouve en bas, on a fait exprès de mettre CD, donc pour dire qu'on va y aller carrément dans le répertoire Home. Et par la suite, ici, j'utilise la commande more, ce qui permet d'afficher le contenu d'un fichier par page à l'écran. Et donc, voici ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé $INCL, puisque la variable INCL est définie. Donc, c'est le répertoire USR include, /include. Et là, regardez, j'ai rajouté /fcntl.h. Ça veut dire que je lui dis de m'afficher le contenu de ce fichier-là. Donc, pour afficher le contenu de ce fichier, il faut aller au répertoire et ensuite afficher ce fichier. Et là, ce qui montre effectivement, il va afficher le contenu de ce fichier-là. Donc, ce qui montre qu'effectivement, cette fonctionnalité fonctionne correctement et automatiquement, ici, ça vous montre que dans une variable, si cette variable elle désigne un répertoire, donc vous pouvez accéder au contenu de ce répertoire en désignant les noms de fichiers qui sont contenus dans ce répertoire. Et donc ici, c'est la manière de dire ça pour vous expliquer un phénomène qui est le suivant, pour dire quoi? Pour dire tout simplement more $INCL /fcntl.h. Comment les choses sont faites? J'avais dit qu'à un moment donné, l'interpréteur de commande, il va prendre la commande. Il va voir s'il y a des choses à changer. On a vu déjà des caractères spéciaux qui sont utilisés. C'est pour ça qu'on avait dit dès le départ que les caractères spéciaux, c'était réservé pour le shell. On a vu le caractère spécial étoile. On avait dit que comment le shell va interpréter ça, et bien, il va remplacer cette étoile par les valeurs possibles qui existent. Et ensuite, il va exécuter la commande. Ici, c'est la même chose. Il va voir qu'il y a des caractères spéciaux, donc il va les modifier et les changer par le contenu. Donc, $INCL, il va changer ça par son contenu. Son contenu, c'est quoi? C'est le chemin vers un répertoire. Et ensuite, il va mettre le reste. Une fois que tous les caractères spéciaux ont été modifiés et changés par leur valeur, il va exécuter la commande. C'est ce qu'il fait. Et donc, c'est ça ce qui se passe ici, à ce niveau de la commande. Alors, toujours avec les variables, regardez ce qu'on va faire. Ici, vous avez une variable. Donc, tout à l'heure, c'était je dirais, un répertoire qui est utilisé. Là, c'est une chaîne de caractères. Et par la suite, tu peux même lui rajouter des choses. Regardez ce qui est écrit ici. Echo, $, donc entre accolades, non, et tout. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que echo, il va imprimer le contenu de nom qui est Théo, suivi de Théo. Et c'est pour ça que vous allez avoir juste après le nom Toto qui va être affiché. Alors, ce qu'il faut savoir que les variables qui existent, elles sont de deux catégories. Vous avez des variables que vous pouvez utiliser vous-même et vous avez les variables du shell. C'est-à-dire que le shell lui-même, il a ses propres variables. Et donc là, c'est des variables qui sont, je dirais, réservées au shell. Pourquoi? Pour ses propres besoins. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la variable user qui était réservée à l'utilisateur connecté. On a vu PWD qui était la variable réservée au répertoire de travail courant. On a aussi le $home. Le home, on avait dit que c'était une définition des répertoires de chaque utilisateur, puisque chaque utilisateur qui est connecté doit avoir son répertoire home personnel de travail. Et donc, automatiquement, le home est défini dans le contexte de cet utilisateur qui indique le répertoire de travail, le répertoire initial de l'utilisateur. Alors, automatiquement, si vous allez vous connecter à votre session, si vous tapez la commande echo $home, vous allez voir qu'il va vous imprimer votre répertoire home qui est dans le disque et à quel niveau, à quel chemin du disque il se trouve. Donc, vous allez avoir exactement la position de votre répertoire home dans le disque. Et automatiquement, vous pouvez utiliser ça en tapant, par exemple, c'est $home. Et vous pouvez taper par la suite, par exemple, CD tout court. Et vous allez voir que CD $home ou bien CD tout court, elles sont équivalentes. Pourquoi? Parce que CD sans paramètre va vous aiguiller vers votre répertoire home. Et donc, c'est la même chose que cette variable. Et donc, la moralité, ça veut dire que CD, réellement, ce qui est CD son paramètre, c'est que lui, il utilise un paramètre par défaut qui est le $home. Donc, ça, c'est ce qui vous montre un peu les choses. Alors, il y a aussi une variable qui est utilisée par l'interpréteur de commande, c'est la variable path, comme son nom l'indique, path qui indique le chemin. Et donc là, dans l'interpréteur de commande, c'est que vous voulez exécuter des commandes, bien exécuter des programmes. Donc, si on veut avoir des raccourcis concernant vos programmes, etc., un moyen de le faire, c'est de définir le path. Le path, c'est quoi? C'est, à vrai dire, le chemin ou le chemin ou les chemins, donc ça peut être pluriel, c'est dans lesquels l'interpréteur il va chercher la commande. Donc, si vous lui dites exécutez-moi, par exemple, un certain script qui se trouve, à vrai dire, quelque part dans votre répertoire home. Donc, le moyen le plus simple, c'est d'aller dans ce répertoire home, vous tapez le nom du script, il va l'exécuter. Pourquoi? Parce que par défaut, la recherche qui se fait dans, je dirais, l'interpréteur de commande, il va chercher en général dans le répertoire courant. S'il ne trouve pas, il va vous donner une erreur. Par contre, si vous voulez lui dire que si vous ne trouvez pas dans le répertoire home, voici les autres chemins dans lesquels vous pouvez chercher. Et donc ça, on le fait grâce à je dirais, à la variable path. Et donc path, en général, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique l'ensemble des chemins dans lesquels l'interpréteur de commande va chercher une commande ou bien un programme à exécuter. Donc vous voyez ici, j'ai imprimé le contenu de path. Voici ce qu'il donne. Il donne point comme premier. Le point qui veut dire quoi? Il veut dire le répertoire courant. Ça veut dire qu'en premier lieu, il cherche dans le répertoire courant. S'il ne trouve pas, ben, il va chercher donc, dans le chemin suivant. Donc, vous regardez que le chemin suivant, c'est quoi? C'est ce qui vient après les 2 points. Donc, les 2 points sont utilisés comme séparateurs. Donc, le premier chemin, 2 points. Le deuxième chemin, 2 points. Troisième chemin, et ainsi de suite. Et donc, il va chercher dans le deuxième chemin, donc ici c'est /bin. S'il ne trouve pas, il va chercher dans /user/bin. Sinon, il va chercher dans /user. Et ça permet d'indiquer dans cette configuration
l'ensemble des chemins de recherche par défaut qui sont utilisés par l'interpréteur de commande. Donc, mon interpréteur de commande, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va chercher dans le premier chemin. S'il ne trouve pas, il va chercher dans le deuxième chemin, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les choses évoluent dans le shell. Et donc, à partir de là, ça vous permettra, par exemple, si vous développez une application ou un programme quelconque et qui se trouve dans un répertoire particulier, il suffit juste de rajouter ce répertoire au niveau du path et automatiquement, il sera pris en charge. Alors ensuite, il y a d'autres variables aussi qui font partie de l'environnement. Donc, vous regardez ici, jusqu'à présent, à chaque fois pour taper une commande, vous avez vu le caractère $. Donc, il y a le caractère $, suivi de la commande, il va l'exécuter. Alors, ce caractère $, à vrai dire, il indique ce qu'on appelle le prompt, ou bien le message d'invite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'interpréteur il est prêt pour s'exécuter, qu'est-ce qu'il fait? Il vous imprime ce caractère pour vous dire « Maintenant, je suis prêt à recevoir la prochaine commande ». Et donc, par défaut, bien entendu, le prompt de Linux ou d'Unix, c'est le $. Pour une raison qui est simple, Unix a été développé à l'université de Berkeley, donc c'est les Américains qui utilisent leur symbole de monnaie qui est le $. Et donc, là, ça c'est le principe du prompt qui existe. Comme c'est une variable, vous pouvez toujours le changer éventuellement. Alors, naturellement, vous avez ce prompt qui est le prompt, je dirais, principal. Il peut y avoir un prompt secondaire. Ça veut dire quoi? Le prompt secondaire, c'est à un moment donné, l'interpréteur qui va vous afficher un message pour vous dire qu'il attend, je dirais, de vous quelque chose. Rappelez-vous, on avait utilisé une commande au départ qui était cat supérieur fichier. Et j'avais dit que l'interprétation de ça, c'était quoi? C'était tout ce que vous allez taper au niveau de votre clavier sera mis dans le fichier. Alors, dès que vous tapez cette commande cat supérieur fichier, donc vous allez voir que à l'écran, il va y apparaître un caractère qui est le caractère supérieur. Donc, ce caractère supérieur, c'est ce qu'on appelle le prompt secondaire. Donc, le prompt secondaire, en général, il vous signale que le shell attend quelque chose de vous, c'est-à-dire il attend que vous tapez des choses à partir du clavier. Donc, en général, si vous tapez par exemple CP F1 et vous mettez return, vous allez voir qu'il va vous demander quel est le nom du fichier source. Pourquoi? Destination. Pourquoi? Parce que CP, vous avez un fichier source et un fichier destination. Donc, il lui manque des choses, il attend, il va vous dire les caractères supérieurs pour attendre que vous tapez le reste de la commande. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le prompt secondaire et il est indiqué par la valeur $PS2. Vous avez aussi d'autres paramètres ou d'autres variables utilisées dans l'interpréteur, c'est terme par exemple, la variable terme qui indique votre terminal, c'est-à-dire que votre poste de travail et qui permet de donner votre type de terminal avec lequel vous êtes connecté. Vous avez aussi une variable qu'on appelle le mail check. Le mail check, c'est quoi? C'est, à vrai dire, un intervalle de temps dans lequel, c'est à partir duquel le système de messagerie qui, lui, comme son nom l'indique, mail check, ça permet de vérifier s'il y a l'arrivée d'un nouveau message. Donc, mail, c'est pour la messagerie, check, ça permet de vérifier. Et donc, en général, cette valeur, elle est de 600, ce qui correspond à 10 minutes. Et donc, chaque 10 minutes, ici, quand vous positionnez cette variable mail check, ça veut dire que chaque 10 minutes, vous avez votre service interpréteur qui va déclencher le vérificateur de messages. Est-ce qu'il y a eu l'arrivée de nouveaux messages ou pas? Et donc, d'une manière générale, vous avez une commande
qui vous permet effectivement de connaître toutes les, je dirais, toutes les variables qui sont utilisées avec leur contenu. Donc, la commande, elle s'appelle env. Env qui veut dire environment, c'est-à-dire votre environnement de travail. Et donc, si vous tapez la commande env, donc $env, automatiquement, vous allez recevoir la liste de toutes les variables qui sont utilisées avec le contenu de chaque variable. Alors, dans le shell, à un moment donné, on avait dit qu'il y avait des variables ou des symboles particuliers qui sont utilisés. Donc, à un moment donné, je peux neutraliser ce caractère spécial. Alors, rappelez-vous, on avait dit que l'étoile était utilisée par le shell pour indiquer les différentes valeurs possibles de la commande. Donc, à un moment donné, si j'ai un fichier qui s'appelle A étoile, donc si je tapais directement rm A étoile, le résultat, ça va être quoi, d'après vous? Je vous écoute. Sinon, envoyez un message. Supprimer tout le contenu de A. Comment? Supprimer tous les caractères de A. Non. Supprimer rm A étoile. J'avais dit sans ça. Si je veux, si j'écris rm A suivi de étoile, quel va être le résultat de cette commande? Ok. J'ai eu par exemple Zakaria. Effectivement, ça me permettra de supprimer tous les fichiers qui commencent par A. Donc le A, l'étoile, c'est quoi? C'est n'importe quelle séquence. Et donc ça veut dire qu'il va supprimer tous les fichiers qui commencent par A. Maintenant, moi, je cible le fichier qui est exactement A suivi d'étoile, avec le caractère étoile. Donc, pour pouvoir dire à l'interpréteur que, tiens, tu vas me viser ce fichier-là, donc, ce qui est fait, je mets rm A anti-slash, donc c'est la barre inversée, et je mets étoile. Donc ça, ce qui va lui permettre effectivement d'interpréter cet caractère en tant que caractère lui-même, c'est-à-dire il va remplacer A anti-slash étoile par la valeur A étoile et il va exécuter la commande R A étoile, c'est-à-dire le nom de fichier qui s'appelle A étoile. Donc ça, c'est un moyen qui permet de neutraliser le caractère anti-slash et donc ce qui permet d'obtenir la solution que je désire. Alors, la même chose aussi qui permet je dirais, d'avoir la neutralisation de plusieurs caractères. Donc, ce que je mets, il suffit de mettre la chaîne de caractères entre des apostrophes. Donc, je mets rm, apostrophe A étoile, point d'interrogation, apostrophe. Ça, c'est ce qui me permet effectivement de dire et de forcer la main à l'interpréteur pour lui dire tu vas interpréter la chaîne telle qu'elle est. C'est-à-dire, il n'y a aucun remplacement à faire. C'est ça ce que ça veut dire. Tout à l'heure, c'était juste pour un caractère, maintenant pour une chaîne de caractères qui se trouve à l'intérieur. Et donc ici, vous avez les chaînes de caractères, étoile et point d'interrogation. On avait vu l'autre fois que point d'interrogation et automatiquement l'étoile avait des interprétations différentes. Et donc, dans notre cas, c'est pour signifier à l'interpréteur de commande de ne pas interpréter ces caractères, c'est-à-dire de les prendre tels qu'ils sont. Et du coup, ça me permettra de supprimer le fichier dont le nom, il est comme ça, A, étoile, point d'interrogation. Et donc ça, grâce à ce caractère apostrophe, donc quand je mets cette chaîne entre deux apostrophes, automatiquement, c'est pour lui dire n'essaie pas d'interpréter les caractères spéciaux, tu les gardes tels qu'ils sont. Alors la même chose aussi qui se fait pour les guillemets, donc c'est pour dire ici automatiquement je vais
essayer de neutraliser les caractères. Donc, regardez ici, c'est la commande hello. La commande hello, elle est entre deux cotes. Et donc, le contenu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'imprimer le contenu. Ici, il va prendre toutes les chaînes de caractères, sauf ce qu'on avait montré tout à l'heure, c'était le dollar. Donc, le dollar PS2, ça veut dire quoi? Pour lui, il s'agit d'une variable. Donc, il va remplacer la variable par son contenu et ensuite, il imprime le message. Et du coup, le message, ça va être quoi? Hello, étoile, point d'interrogation. PS2, j'avais dit que par défaut, c'était quoi? C'était le caractère supérieur. Et donc, automatiquement, il va imprimer ce caractère supérieur dans la suite d'affichage. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les caractères spéciaux ne sont pas interprétés, mais les variables, oui. Donc ici, il a interprété la variable et donc il a remplacé la variable par son contenu. Alors, je peux avoir aussi l'apostrophe inverse. Donc vous avez l'apostrophe du 4 et vous avez l'apostrophe inverse qui se trouve au niveau du caractère 8 en général. Donc c'est du caractère 7 plutôt, pas 8. Donc, automatiquement, cette apostrophe inverse, son but, c'est quoi? Son but, c'est je veux manipuler des variables, or il s'avère que ces variables-là contiennent des commandes. Donc, dans le cas simple, si tu mets écho étoile une variable, ça veut dire qu'il va t'afficher le contenu de la variable. C'est ce qu'il va faire. Là, tu veux lui dire plus que ça. Tu veux lui dire que, attention, la variable, elle contient une commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable, tu vas, étant donné qu'elle contient une commande, ça veut dire que tu vas l'exécuter et ensuite, son résultat, tu vas l'imprimer. Et c'est ce qui est fait grâce à cette apostrophe inverse. Donc ici, je mets une variable dire. Dire, c'est quoi? C'est la commande pwd. Ensuite, quand je mets echo dire, $dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va remplacer dire par la commande qu'il va exécuter. Le résultat de pwd, il va l'afficher. Et c'est ce qu'il fait justement au niveau de votre écran. Automatiquement, il affiche ça. Pour s'en rendre compte, il suffit de mettre pwd, il vous donne ça. Donc, vous voyez qu'il y a l'égalité. Ça veut dire que cette commande, effectivement, il a remplacé la variable, il a exécuté, il a imprimé son résultat. Donc ça, c'est ce qui vous montre à un moment donné, parfois vous avez ce besoin pour dire à un moment donné, la commande, elle se trouve dans une variable. Donc si vous voulez manipuler cette variable pour dire à l'interpréteur, cette variable, son contenu, c'est une commande. Et donc il va falloir l'exécuter pour pouvoir la traiter par la suite. Donc ce qui était le cas ici. Il y a aussi dans le shell ce qu'on appelle la redirection, ou bien le déroutement un peu des flux. Donc, automatiquement, rappelez-vous, on avait cette possibilité de fichiers standards qui existent sous Unix et sous le langage C de la même manière, puisque Unix est écrit en C. Donc, il a un fichier d'entrée standard qui est le clavier, il a un fichier standard qui est la sortie sur l'écran. Donc, c'est des fichiers qui sont automatiquement utilisables. Et il a aussi un troisième fichier en général qui est utilisé, ce qu'on appelle les fichiers d'erreur. Rappelez-vous, l'interpréteur de commande, quand il interprète une commande, donc il analyse, si elle est correcte, il va l'exécuter, si elle n'est pas correcte, il va afficher un message à l'écran. Donc ça, c'est la sortie d'erreur, c'est quoi? C'est aussi l'écran. C'est-à-dire que dans la pratique, vous avez les deux, le même périphérique utilisé comme sortie standard ou comme la sortie d'erreur. Donc, dans certains, je dirais, applications et logiciels, pour les gens qui ont travaillé, par exemple, avec le C, en général, le C, qu'est-ce qu'il fait? Il divise la fenêtre d'édition en deux parties. Vous avez une partie où il s'exécute, vous avez une partie qui est réservée aux erreurs. Donc, dès qu'il y a une erreur, il vous affiche l'erreur dans cette partie-là. Alors, voici les possibilités qui sont offertes pour les redirections. Donc, en général, write U1.
Alors, je rappelle, write, c'est quoi? C'est une manière d'écrire un message à l'utilisateur 1. Donc, si vous mettez, par exemple, write U1, son exécution, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'interpréteur, il vous donne la main. Tout ce que vous tapez au niveau de votre machine, il va être transféré et affiché à l'écran de l'utilisateur U1. Donc ça, c'est une commande Unix qui existe depuis le début d'Unix. C'est un peu l'équivalent de ce que vous connaissez actuellement, ce qu'on appelle communément le chat. Donc le chat, ce que vous écrivez chez vous, passe à l'écran de votre correspondant ou l'utilisateur avec qui vous êtes en train de chatter ou de communiquer. Alors cette commande, c'est dans Unix, c'est grâce à write et le nom de l'utilisateur. Donc ici, j'ai mis write U1. Sauf que, en général, par défaut write, ce que vous tapez à votre clavier, il sera automatiquement copié et mis à l'écran de votre partenaire. Là, je peux lui dire, tiens, j'ai déjà un message qui est prêt, qui se trouve dans un fichier qui s'appelle message. Et donc, je lui dis, tout simplement, vous allez imprimer, pas tout ce que j'ai écrit sur ma machine, mais à partir du message qui est contenu dans le fichier. Donc, j'utilise le symbole inférieur. Donc, inférieur qui veut dire quoi? Veut dire que vous allez prendre l'information à partir de ce fichier-là qui est utilisé. On a déjà vu le symbole supérieur qui permet de dire l'information, envoyer l'information vers ce fichier. Ici, on lui dit récupérer l'information à partir de ce fichier-là. Et donc, tout ce qui est contenu dans le fichier message sera pris et automatiquement, il sera envoyé vers l'utilisateur U1. Alors, de la même manière, ça c'est ce qu'on appelle l'équivalent du chat. Vous pouvez avoir aussi la messagerie tout court, en général la commande mail. Donc, la commande mail, c'est quoi? C'est d'envoyer un mail à l'utilisateur U1. Ben, naturellement, pour pouvoir l'envoyer, il faut lui donner le contenu du message. Là, je lui dis que le contenu du message, il est dans ce fichier prog.c, donc à partir de prog.c. Et donc, le contenu de prog.c sera envoyé vers l'utilisateur U1. Et donc, ça, c'est un moyen pour vous dire que on avait dit dans le cours, dès le départ, à la présentation du X, que vous avez l'entrée standard, c'était le clavier. Mais vous pouvez toujours changer cette entrée en utilisant justement ces symboles-là qui permettent de changer le flux standard qui est par défaut sous Unix, c'est le clavier. Et donc, ça peut être à partir d'un fichier déterminé par votre commande. Alors, la même chose aussi pour la sortie standard. Rappelez-vous, ici, ls, qui permet de lister le contenu du répertoire courant. Donc, si je mets ls supérieur temp, ça veut dire que tout ce qui devrait être affiché à l'écran, il ne sera pas affiché à l'écran, il sera mis dans le fichier temp. Donc, automatiquement, si temp existait, il sera détruit. S'il n'existe pas, il sera créé. Et donc, automatiquement, le résultat donc ici de la commande ls sera mis dans le fichier temp. Alors, si je veux à un moment donné ne pas détruire le fichier temp, le cas où il existe, donc l'idée c'est quoi? C'est de lui dire par exemple ici 4 messages. Alors 4 messages, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'afficher à l'écran le contenu du fichier message. Et donc dans ce cas-là, il ne va pas afficher le message, mais le contenu il sera mis dans le fichier temp sans pour autant détruire le fichier temp. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va concaténer le résultat vers la fin de ce fichier. Donc, il va faire un append, c'est-à-dire rajouter à la fin du fichier qui existe déjà. Alors, on peut aussi rajouter au fur et à mesure donc, le résultat à chaque fois dans ce fichier au fur et à mesure. Ça nous permettra d'avoir un contenu incrémental sans pour autant détruire le fichier. Alors, il y a aussi le fichier erreur. Alors, en général, quand vous tapez une erreur, ce qui se passe, c'est si j'écris cette commande, regardez ls-lx supérieur erreur.
Alors, automatiquement, la sortie standard, en général par défaut, elle est à l'écran. Alors, si je fais cette commande sous cette forme-là, donc vous regardez, il m'imprime le message d'erreur déjà à l'écran. Ce qui veut dire que ça n'a pas marché. D'accord? Et vous pouvez le confirmer, il suffit de faire 4 erreurs, vous allez trouver qu'il n'y a rien. Alors ici, les choses se sont passées normalement du monde. Pourquoi? Parce que pour lui, le fichier d'erreur, c'est l'écran. Et donc, si vous voulez lui montrer que le fichier d'erreur, ce n'est pas l'écran, donc l'idée, c'est d'écrire cette commande sous cette forme-là. Donc ls-lx, vous mettez 2 supérieur erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lui dites que le flux qui est désigné par le descripteur 2, parce que dans les fichiers standards, il y a 3 fichiers standards. Vous avez le fichier standard en entrée, qui est l'écran, qui est le clavier. Le 1, c'est le fichier standard en sortie, qui est l'écran aussi. Et vous avez le 2, qui est le fichier standard erreur. Donc ici, si vous lui mettez ça, ls-lx2 supérieur erreur, quand vous exécutez cette commande, vous allez voir que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que là, il a compris qu'effectivement, quand il s'agit d'une erreur, il ne faut pas l'afficher à l'écran, mais il faut l'afficher dans le fichier qui est indiqué ici. Et effectivement, si vous faites 4 erreurs, vous allez trouver l'erreur qui a été produite par l'interpréteur, c'est-à-dire que x not found, elle a été mise dans le fichier erreur. Et donc ça, c'est ce qui permet de vous montrer comment orienter ou dérouter les flux standards, c'est-à-dire au lieu de lire à partir du clavier, tu peux ne pas lire à partir du clavier, tu peux lire à partir d'un fichier, comme tu peux afficher, au lieu d'afficher à l'écran, tu n'affiches pas à l'écran, tu affiches dans un fichier, et de la même manière ici, pour l'erreur, qu'elle ne soit pas affichée à l'écran. Alors ensuite, vous avez une autre, je dirais, notion qui existe. Donc cette notion, par exemple, ici, regardez ce que je fais, c'est ici, j'ai envie d'avoir la liste de mes fichiers. Donc imaginez que vous êtes dans cette situation, vous avez une liste de fichiers que vous voulez envoyer à votre partenaire. Ici, c'est U1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ls supérieur temp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être la liste de tous les fichiers qui sont dans le répertoire courant. Je vais les mettre dans le fichier temp. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets write U1 inférieur temp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais envoyer l'information. Au lieu de la taper à l'écran, au clavier, elle est déjà tapée dans un fichier. Et donc, à partir de ce fichier-là, tout son contenu sera envoyé, affiché à l'écran de U1. Et donc là, je le fais en 2 temps. Ça veut dire que je mets une première commande, ensuite une deuxième commande. Et donc, comment je l'ai fait? C'est que j'ai utilisé un fichier temporaire, je mets les informations dans le fichier temporaire et ensuite, c'est ce fichier temporaire qui est contenu du fichier temporaire qui sera envoyé vers U1. Alors, je peux choisir maintenant ce qu'on appelle le tube ou bien le pipe. Donc, c'est ce qui existe dans Unix, cette notion de pipe. Donc, ce pipe, c'est au lieu d'utiliser ces 2 commandes telles qu'elles sont, je peux les remplacer par une seule commande. Donc, regardez ce que je utilise ici. Donc, temp, je vais l'éliminer, ce qui me permettra de ne pas créer un fichier temporaire. Et je mets ls, la barre qui existe dans plusieurs machines. Donc, c'est ALTGR6, donc du caractère 6. Donc, vous pouvez avoir la barre verticale. Et je mets write U1. Donc, l'interprétation de cette commande, c'est comment? C'est que je vais exécuter le commande ls. Le résultat de la commande ls sera pris comme étant la donnée, une donnée de la commande suivante. Donc, en général, ici, ls va me donner le contenu du répertoire courant. Donc, write U1. Donc, U1, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque le message. Donc, ce message, il sera pris comme étant le résultat de la commande
ls. Et donc, automatiquement, ça fait la forme d'un tube ou d'un pipe. Donc, quand vous dessinez un pipe, ça veut dire que le pipe, ce que tu mets d'un côté, ça veut dire que si tu prends la première commande qui se trouve à gauche du pipe, son résultat, c'est quoi? Il sera mis dans le pipe. De l'autre côté, tu as la deuxième commande. La deuxième commande, ça veut dire que sa donnée, elle sera tirée à partir du pipe. Et ça, c'est un peu l'interprétation de cette commande qui est le tube, ou bien ce qu'on appelle le pipe. Le résultat d'une commande qui est exécutée sera considéré comme la donnée de la commande suivante qui va être exécutée. Donc là, vous avez bel et bien deux commandes, avant la barre et après la barre. Donc la première commande, elle s'exécute, son résultat sera donné comme une entrée vers la deuxième commande. Et donc ça, c'est un moyen de combiner des commandes sous Unix grâce à cette notion de pipe. Donc voici un exemple qui est donné. On a déjà vu WC qui est word count, qui permet de compter les caractères, les mots, les lignes. Donc ici, si je mets ls, donc ça me permettra d'avoir la liste des fichiers qui sont dans le répertoire courant. Et ensuite, je vais comptabiliser combien de lignes ont été affichées. Ça veut dire que je mets la barre WC-L qui me donne le nombre de lignes qui ont été affichées, puisque chaque ligne, c'est relativement un fichier. Et ça vous donne le moyen de comptabiliser les fichiers du répertoire courant. Comme vous pouvez savoir quels sont who, ça permet de donner, on l'avait déjà vu au début du cours, ça vous donne les utilisateurs qui sont connectés. Donc, il suffit de mettre WC-L, ça permet de donner le nombre d'utilisateurs qui sont connectés à un moment donné. Donc, de savoir à tout moment quel est le nombre d'utilisateurs qui sont connectés au niveau de votre système. Alors, on termine juste avec les modes d'exécution. Donc, dans les modes d'exécution, vous avez deux modes d'exécution qui existent. Vous avez le mode synchrone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une suite de commandes que vous pouvez exécuter une à la suite de l'autre. Donc, vous exécutez la première commande, ensuite la deuxième, la troisième, etc. Donc, à un moment donné, vous avez envie d'exécuter, par exemple, 3 commandes. Donc, vous savez ce que vous voulez faire. Donc, au lieu de taper la première commande, ensuite attendre le résultat, taper la deuxième commande, et ainsi de suite, vous pouvez les taper, toutes ces commandes, sur la même ligne. Ça, c'est possible. Mais, à condition, dans l'interpréteur, par défaut, pour lui, une ligne, c'est une seule commande. Pour lui dire, attention, s'il y a plusieurs commandes. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre les commandes, donc, et vous allez les séparer par point-virgule. Donc, le fait de mettre deux commandes et les séparer par point-virgule, l'interpréteur il comprend qu'il va exécuter la première commande. Quand il termine, il va exécuter la deuxième commande. Et donc là, si je mets ls, donc je mets ls et ensuite point-virgule who, ça me permet d'imprimer la liste des fichiers suivie de la liste des utilisateurs qui sont connectés. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exécution synchrone. Synchrone qui veut dire qu'elles sont synchronisées dans le temps. C'est-à-dire, il y a une première qui s'exécute. Quand elle termine, c'est la deuxième, et ainsi de suite, la troisième, etc. Donc, on définit cela sous cette forme-là. Donc, il y a plusieurs usages de ce mode. Regardez ici ce que je fais. ls, point virgule, who, supérieur temp. Donc, ici, ça va m'exécuter la première. Ensuite, vous allez voir que who supérieur temp, il n'affiche pas à l'écran parce que son contenu, il sera dans temp. Et donc, c'est pour ça que l'exécution de ça, vous avez uniquement les 3 premières. Par contre, pour savoir que la deuxième, il a bel et bien exécuté, il suffit de mettre 4 temp, donc il va m'imprimer le contenu, et donc c'est les utilisateurs qui sont connectés. Donc là, dans la redirection, c'est-à-dire que ce symbole supérieur, il est affecté uniquement à la dernière, uniquement, pas à tout le... Si je veux par contre que tout sera mis dans temp, il suffit de mettre les parenthèses. Donc, parenthèse, ls, point virgule, who, supérieur temp, ensuite 4 temp, vous allez voir que
toute cette commande, elle sera exécutée. Le résultat, il sera en temp. Pour le savoir, il suffit de mettre 4 temps, donc il va m'afficher le reste. Et donc là, ça vous donne une manière aussi de regrouper les commandes pour montrer par la suite la redirection quand elle est effectuée.